ne peut pas être un entrepreneur aujourd'hui comme on l'était il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, ou voire il y a 10 ans. Le monde bouge, nous sommes face à la révolution du numérique, à l'intelligence artificielle, face à l'attente nouvelle des consommateurs. Vous êtes des entrepreneurs, vous avez un rôle à jouer. Engagez-vous, engagez-vous, engagez-vous. Votre expertise apportera. Pourquoi ? Parce que l'entreprise n'est pas le centre de la division. L'entreprise est avant tout le centre de l'union, puisqu'on doit être un chef d'orchestre. Donc il faut une direction, il faut du partage, je le dis, avec ses collaborateurs, avec ses fournisseurs et avec ses clients. De l'humanisme. Et si je vous racontais une histoire, non pas d'entreprise, mais une histoire de syndicat. Le syndicat des PME, la CPME, qui est représentée aujourd'hui par Bernard Cohen-Haddad. Bonjour. Bonjour Bernard. Donc l'objectif pour aujourd'hui, c'est que tu puisses nous raconter déjà ton parcours, que les gens sachent comment t'en es arrivé là, parce qu'on n'arrive pas à président de syndicat pour la CPME Île-de-France comme ça par hasard. Et puis, qu'est-ce qui t'a motivé le plus dans cette aventure, quoi, en fait. Donc alors toi, c'est quoi tes études, c'est quoi ton parcours ? Alors, merci déjà de cette invitation, Emmanuel. C'est toujours agréable d'échanger, et puis de se livrer, de parler et d'espérer de nouvelles rencontres à travers le média que nous allons diffuser. Mon parcours, c'est un parcours d'universitaire. D'abord, j'ai fait beaucoup d'études à l'université, de droit, d'économie, d'histoire contemporaine. Ça a été... Par passion ou par goût pour les études, ou parce que tu avais un objectif précis ? Oui, j'avais une envie, c'est d'apprendre le maximum de choses et d'enseigner. Donc j'ai enseigné un moment à l'université, et puis je me suis aperçu que c'était pas vraiment ce que j'avais envie, et je me suis retrouvé paradoxalement dans le monde de l'entreprise, alors que je n'étais pas profilé. J'ai repris un cabinet d'assurance il y a plus d'une trentaine d'années. C'est comme ça que j'ai souhaité être un entrepreneur social et un assureur social. D'accord. Je dis que l'assurance avait un rôle social, d'inclusion, de partage et aussi d'entraide, puisque être bien assuré, c'est aussi sauvegarder ses biens, sa famille et bien entendu son entreprise. C'est comme ça que je suis rentré dans le monde entrepreneurial. Et donc tu es toujours aujourd'hui dans cette... oui, je suis encore assureur et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur dans sa dimension sociétale, d'aider, d'accompagner, d'éclairer des particuliers, des chefs d'entreprise dans leur parcours de vie. Et alors donc, ça c'est la vie normale d'un entrepreneur, donc tu as eu du personnel, j'imagine. Oui, bien entendu, et puis je me suis aperçu que être entrepreneur, c'était d'abord être seul. Ça, c'est vrai. Ça. C'est être seul, le nez dans le guidon, surtout lorsqu'on est dans des métiers de service où on est voué aux autres. Et je me suis dit, j'ai besoin d'une autre dimension intellectuelle, entrepreneuriale, et j'ai adhéré à un syndicat catégoriel, celui de ma profession. Puis je me suis dit, c'est quand même dommage, je suis dans mon métier toute la semaine. Et quand je vais dans des réunions, je suis encore avec des collègues, c'était très sympa. Ouais. Et j'ai besoin d'une autre dimension. Il y a un peu un entre-soi, quoi. Voilà, un petit peu ce qu'on appelle le catégoriel. Et je me suis dit, c'est bien peut-être de penser à autre chose. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, il y a un syndicat pour les petites entreprises. Et quand vous avez 3, 4, 5 salariés, vous n'avez pas la dimension d'un patron du CAC 40. Il faut être un peu les pieds sur terre. Et donc, ce syndicat qui s'appelait la CGPME, je l'ai adhéré pour être dans l'interprofessionnel, ce qu'on appelle l'interpro, et rencontrer des consultants, des chefs d'entreprise, des experts comptables, des boulangers. Je souhaitais rencontrer d'autres professions, non pas pour faire du business, c'était pas ça qui m'a motivé. C'est le militantisme, de dire l'entreprise a sa place dans la cité, et c'est ça qui m'a motivé lorsque je suis rentré à la CGPME. Tu trouvais que justement sa place n'était pas assez valorisée, ou comment ? Parce qu'évidemment on va en parler. Oui. Parce qu'on partage un certain nombre de points de vue avec Bernard, parce que c'est vrai que aujourd'hui on a des choses qu'on peut faire, mais toi à cette époque-là c'est déjà un constat que cette solitude, elle est pas que pour toi, elle est en général pour les Oui, parce que je suis d'une famille aussi d'entrepreneurs, de commerçants, d'artisans, y compris de profession libérale.
Et on a toujours été, nous, les TPE, PME, soit des alibis, soit des faire-valoir, et un peu la dernière roue du carrosse des politiques publiques. Et peut-être que mes études académiques m'ont ouvert sur ce défaut, ce trou dans la raquette, de disant, mais pourtant, ce sont 96%, 97% des entreprises, mais ce ne sont pas 97% de la voie économique, de la voie sociétale. Comment t'expliques ça, que ce soit si peu mis en valeur par notre... Alors, est-ce que c'est la même chose dans les autres pays? Ça, je ne peux pas dire, mais au moins dans notre pays, c'est si peu mis en valeur. C'est lié à une tradition. En France, déjà, on n'aime pas tout ce qui est petit. Hein. On aime des grandes maisons, des grandes voitures, des grandes vacances. Alors, il n'y a qu'au restaurant, on vous propose un petit dessert parce que c'est une façon de vous déculpabiliser. Une petite addition, mais légère. L'addition, elle est souvent salée. Mais bon, ça fait partie aussi... Moi, j'aime bien nos amis restaurateurs et quand c'est justifié, ça fait plaisir aussi de payer ce qui est dû parce que ce sont des professions qui sont bien, comment dirais-je aujourd'hui, dans la difficulté. Oui. Et donc, j'ai pensé effectivement que les TPE, PME méritaient mieux que la part et leur voix qu'on leur donne. Elles sont le plus grand nombre d'entreprises en France. La moitié, quasiment, de l'emploi. Mais elles sont atomisées. C'est-à-dire que quand une entreprise locale fait quelque chose, c'est pas comme un grand groupe fait quelque chose. Il n'y a pas derrière le marketing, la publicité. Je trouvais que c'était dommage, alors que sur le territoire, elles font vivre les quartiers, elles animent les rues, elles transmettent les savoir-faire et elles ont un rôle d'inclusion sociétale très important. C'est vrai, et c'est aussi pour ça que cette émission existe. Pour les grands groupes, eux, savent très bien se mettre en valeur eux-mêmes, hein, et ils ont besoin de personne. Donc c'est vrai qu'ils sont très souvent dans les médias, que ce soit sur des polémiques ou sur des belles choses d'ailleurs, hein, parce que c'est pas que du plaisir non plus. Hein. T'en connais quelques-uns des grands dirigeants, là, ils n'ont pas que la vie facile, mais ces PME, ces TPE, on n'en parle jamais, et même dans les politiques publiques, même dans les débats publics, c'est quelque chose qui est complètement exclu. Quand on parle d'un chef d'entreprise, on entend les patrons du CAC 40, finalement le mec gagne tant de millions par mois, c'est tellement facile, il a que à faire travailler tout le monde. C'est pas du tout la vie d'un chef d'entreprise majoritairement en France, quoi. Non, mais alors on en parle peu aussi, d'une part parce qu'on n'aime pas ce qui est petit, et le deuxième volet, c'est que très peu de dirigeants ont dans leur entourage, dans leur environnement, des personnes qui ont été entrepreneurs, petits, moyens ou grands. C'est vrai. On a beaucoup d'élus. La société civile, tu vois, c'est voilà, ça. Ce qu'on appelle la société civile. C'est arrivé, il y a eu, à travers le premier quinquennat Macron et la première mandature législative de la majorité macronienne, où il y a eu beaucoup d'entrepreneurs qui sont arrivés à l'Assemblée nationale. C'était hommes et femmes, d'ailleurs. Mais il y avait peut-être moins de politique classique, puisque voilà. le parti était nouveau, etc. Ce qui prouve d'ailleurs, c'est que beaucoup n'ont pas fait de mandat. Ils se sont arrêtés au bout de 5 ans. Ils n'ont pas souhaité continuer. Certains pensaient que la vie politique ne correspondait pas à leur engagement ou la difficulté de la vie politique. Et puis aussi, c'est pas facile. Ce qu'on peut appeler aujourd'hui la fracture idéologique que nous vivons. La radicalisation d'un certain nombre de sujets qui ne sont pas ceux que l'on peut avoir dans l'entreprise. Parce que l'entreprise, c'est pas le lieu de fracture, c'est le lieu de l'union, c'est le centre de l'union. Il faut avoir de l'empathie pour ses collaborateurs, puisque l'on y passe beaucoup de temps, beaucoup plus souvent qu'avec sa famille. Il faut avoir de l'empathie pour ses fournisseurs, pour avoir des relations de qualité. Et puis, il faut surtout avoir de l'empathie, de la générosité, de l'écoute et de l'attention pour ses consommateurs, ses clients, c'est clients finaux, ouais, qui sont, in fine, aujourd'hui, des consomme-acteurs qui sont extrêmement exigeants. Le consomme-acteur. Alors celle-là, tu l'as préparée, tu la sors de... Je la prépare pas du tout, mais c'est fait partie aujourd'hui d'une réalité lorsqu'on regarde ce qui se passe dans les marchés. On a des clients, que ce soit dans les services ou aussi dans le commerce, voire dans l'industrie et dans l'artisanat, qui sont extrêmement exigeants sur le parcours produit, sur la qualité de ce que l'on vend, sur l'économie circulaire, la durabilité des produits, sur le prix, bien entendu,
et aussi sur l'accompagnement. Donc ils sont beaucoup moins passifs qu'auparavant, un consommateur. Et c'est pour ça, j'aime bien cette phrase, le consommateur. Hein. Je pense que ça va faire un J'espère super extrait, que ce sera quelque chose qu'on retiendra et que ceux qui nous regardent retiendront parce que c'est aujourd'hui, lorsqu'on est entrepreneur, une priorité. Pensez bien entendu au projet entrepreneurial, mais aussi penser à l'attente du consommateur qui est beaucoup plus exigeant, y compris, je le dis, en matière d'origine, de traçabilité, d'accompagnement. La vente, c'est pas dans le service ou dans le commerce, c'est pas one shot. C'est avant, pendant et après. Mais c'est vrai, c'est pour ça qu'ici on partage beaucoup ces valeurs-là. Ce que tu disais, c'est finalement cette valeur d'humanisme à tous les étages. Si on n'a pas cette obsession d'humanisme, on se perd dans les affaires. En tant que chef d'entreprise ou en tant que citoyen, on se perd dans ce... Oui, on se perd et on perd son engagement et son projet. C'est pour ça que j'ai créé, quand je suis arrivé aussi très vite, un prix qui s'appelle le prix Étienne Marcel, qui est un prix RSE. C'est plus qu'un prix. C'est un prix à un think tank, mais il y a une vingtaine d'années, on a lancé ce prix qui était un prix pour valoriser l'engagement des TPE-PME en matière d'inclusion, d'égalité des chances, de handicap, de développement durable. Tout ce qui est RSE. RSE, à l'époque, c'était pas tendance, c'était surtout les grands groupes qui faisaient de la qualité de vie au travail. La RSE commençait à arriver. Et ce prix vit bien et on récompense une fois par an 4 entreprises de taille moyenne, voire des très petites, qui se sont engagées dans l'histoire. C'est extrêmement réconfortant de s'apercevoir que les TPE-PME participent à l'économie de la bienveillance, participent au développement des territoires et aussi ont des pratiques responsables dans leur entreprise. C'est réconfortant parce qu'on est dans un monde de plus en plus difficile, qui va vite, avec une concurrence acharnée. Le fait que des entrepreneurs le font parce qu'ils y croient, pour moi, est la marque qu'il y a de l'espoir dans l'entreprise. Mais quelque part, c'est un peu la signature de la loi Pacte avec cette raison d'être de l'entreprise. C'est assez incroyable, ça. Les gens se rendent pas compte, mais c'est un impact fort, ça, la raison d'être de l'entreprise. C'est-à-dire que dans la loi, pour une fois, est marqué que noir sur blanc, que l'entreprise, ce n'est pas seulement une fabrique à profit et que c'est bien au-delà, mais c'est marqué. C'est quand même fabuleux, ça. Oui, parce que l'entreprise ne saurait être rentable si elle ne participe pas à son environnement, si sa richesse ne participe pas et ne profite pas à l'entrepreneur, aux collaborateurs, aux clients et à la société en et général, bien entendu à la société in fine, puisque on ne vit pas un métier d'entrepreneur. On n'a pas une entreprise hors sol. On n'est pas dans les nuages. On est dans un territoire, on est dans un environnement. Et c'est cela qui m'a tout de suite motivé. Alors on m'a pris un peu pour un fou. On dit oh là là, c'est accessoire, ça n'a pas d'intérêt. Puis on s'aperçoit qu'aujourd'hui, tu l'as dit, mon cher Emmanuel, le sens que l'on donne à l'entreprise, le sens que l'on attend du travail, la marque employeur, la traçabilité, je redis, la décarbonation, la capacité aussi d'avoir une autonomie stratégique, ce qu'on appelle le patriotisme économique, l'économie des derniers kilomètres, tout ça vient sur, comment dirais-je, le devant de la scène, mais nous, ça fait quand même 20 ans qu'on y travaille. Ben c'est ça. Et effectivement, ce Made in France, alors, on essaye ici sur ABC Talk Entreprise d'inviter des entrepreneurs qui, justement, ont fait cette démarche-là. On a eu déjà plusieurs personnes dans ce sens-là. Et c'est un parcours du combattant, en vrai. Hein. C'est-à-dire que notre pays, on parlait de la désindustrialisation, mais sans trop savoir à quoi ça menait. Mais pour ceux qui essayent d'industrialiser leur entreprise en France, c'est pas si simple que ça. Oui, c'est pas si simple, mais c'est pas nouveau. Oui. Faut se méfier des modes. Aujourd'hui, on découvre que la France est un problème d'industrialisation. L'industrie a perdu beaucoup de points il y a quelques années, il y a une trentaine d'années. Nous sommes devenus des vendeurs de produits manufacturés, alors qu'avant on produisait, mais on a choisi cette voie-là parce qu'on considérait que l'entreprise et surtout l'industrie n'étaient pas propres. Elle était. C'est quelle année ça? C'est quelle période? C'est le début des années 80.
Donc avec Mitterrand à l'époque. Oui, parce que il y avait une tradition aussi que l'entreprise était dans, comment dirais-je, la lutte des classes, qu'il y avait des problèmes de pénibilité. Donc sortir les ouvriers, en tous les cas, de la pénibilité. Sous la Ve République, on a eu une politique industrielle qui a été très forte. C'est les années De Gaulle-Pompidou, avec un pape de la politique industrielle que peu de gens connaissent, mais qui a été vraiment quelqu'un d'extrêmement, qui vit encore fort heureusement, âgé. C'est Bernard Heisenberg qui a lancé la politique industrielle de la France. Il a écrit un ouvrage merveilleux d'ailleurs. Après, on s'est aperçu que c'était pas forcément très agréable les 3-8, etc. Il y avait la qualité de vie. Et on a oublié que l'entreprise pouvait être l'entreprise 2.0. C'est-à-dire l'entreprise de demain du numérique, ce qu'aujourd'hui on appelle de nos voeux, et on a un peu de retard là-dedans. Mais ça fait partie d'un parcours. L'industrie doit revenir dans la ville. L'industrie sait être propre aujourd'hui. Il y a un vrai enjeu d'inclusion économique, de valorisation aussi des savoir-faire, de réappropriation d'un certain nombre de process, avec des contraintes qui sont celles aujourd'hui, non pas du bruit, puisqu'on sait faire en sorte que l'entreprise et surtout l'industrie soit moins bruyante, soit moins énergivore, avec un vrai problème de coût. Le coût du travail, le coût de la formation des équipes, le coût de l'électricité. Mais à mon avis, c'est l'enjeu de demain. Réindustrialiser nos villes, c'était le beau projet de l'après-Covid. On a vite oublié. Tellement. Et on espère que cette industrie 2.0 sera dans nos villes. Moi, c'est ce que j'appelle faire en sorte que nos villes soient PME-friendly. Ah, j'aime bien ça. Ça fait encore un autre slogan. Un autre slogan, la PME-friendly. Mais pour le coup, c'est vrai, et c'est pas le cas de quand toi tu parcours tous les plateaux télé régulièrement, et on se rend compte que les gens sont pas forcément PME friendly, mais pas par rejet, par méconnaissance. Et c'est aussi pour ça que cette émission est là, puisqu'on a envie de montrer des parcours de dirigeants. En fait, ça peut arriver à tout le monde, tu sais, d'être dirigeant. C'est ça que le message. Et c'est souvent des histoires assez incroyables. Et c'est ça qu'on aime mettre en valeur. Alors là, tu t'engages dans la CPME en tant qu'adhérent dans un premier temps. Comment on fait pour, en tant qu'homme engagé, pour en devenir un des représentants ? Comment t'arrives à ça ? C'est une logique pour toi ? Ah non, c'était certainement pas logique, et ça a été le fait du hasard. Hein. C'est souvent comme ça que ça arrive. Par contre, il peut y avoir des parcours d'ambitieux. Moi, j'avais une ambition pour l'entreprise et d'affirmer des valeurs. Une vraie conviction, quoi. Oui, j'étais motivé par ça, par mon métier, et surtout par la résonance que l'on donnait à son métier dans la vie. C'est pour ça que pour moi, l'assurance devait avoir un rôle social, et j'ai beaucoup milité là-dessus. Alors, je suis arrivé là tout simplement par défaut. On avait besoin de personnes disponibles. On m'a proposé, j'ai occupé des mandats. Oui, c'est vrai que tu faisais pas grand-chose dans la vie en général. Je faisais rien du tout. Oui, on est d'accord, hein, c'est ça. J'avais pas le temps. Pas d'enfants, pas de femmes, rien. Oui, je n'avais pas de famille. C'est ça. Mais je suis comme tout le monde, j'ai une famille, j'ai des contraintes. Il m'arrive d'être malade. Mais t'as 18 vies en même temps. Oui, mais il faut travailler beaucoup. Donc j'ai pensé tout de suite que c'était important, et j'ai commencé à avoir un mandat en tant que représentant par l'insertion économique, par l'insertion à l'activité économique à Paris. C'était un mandat que personne ne voulait, hein, parce que c'était pas valorisant, etc. Et je trouvais que c'était bien, ça correspondait à ce dont j'étais, de montrer que l'on pouvait avoir des passerelles entre la formation, les entreprises d'insertion, nos attentes de dirigeants en matière d'intégration de public, le manque de qualification, le turnover dans beaucoup de nos métiers. Et je trouvais que c'était intéressant de voir comment on pouvait intégrer des jeunes, des moins jeunes, déjà les jeunes et les seniors, dans nos entreprises en manque de compétences. C'est pour ça que j'ai pris ce mandat. Je le dis, personne n'en voulait. Et puis après, on me proposait un autre mandat en matière de financement des entreprises, comme je connaissais un peu, et puis surtout que j'ai fait de l'économie. Je m'y suis impliqué, j'ai commencé à écrire mes premiers articles dans les médias, et puis je me suis retrouvé
un peu par défaut, puisque le président de la CPME nationale était aussi à l'époque président Paris, président Île-de-France. C'était un peu étonnant comme structure, peu démocratique, il faut quand même le reconnaître. Le nouveau président a souhaité qu'il ne pouvait pas tout faire, et c'est comme ça qu'on a trouvé quelqu'un qui était disponible. C'est comme ça que je me suis retrouvé président de la CPME Paris plus Île-de-France, par défaut. Et c'était quand ça ? C'était il y a 7 ans. 7 ans déjà. Donc tu as renouvelé ton mandat à plusieurs reprises. Oui, mais c'est-à-dire que d'abord j'ai été nommé. Oui. Je trouvais que c'était pas très élégant d'être nommé. Une légitimité, elle se fait par l'élection. Donc on a refait des statuts. Et donc je suis maintenant président de la CPME Paris, élu depuis 6 ans. Oui. Et donc qu'est-ce que tu retrouves dans ce syndicat? Qu'est-ce qu'il a de singulier? Parce qu'il y a d'autres syndicats patronaux, entre guillemets. Pourquoi celui-ci? Qu'est-ce que tu portes, toi, comme valeur là-dessus? Pourquoi celui-ci? C'est parce qu'il correspond à mon type d'entreprise. Je crois que... Mais au MEDEF aussi, on pourrait y aller si on... Oui, mais enfin, au MEDEF, c'est plutôt des grandes entreprises, des belles entreprises. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour nos entrepreneurs qui sont au MEDEF. Je n'ai pas la guerre des organisations. Je trouve ça extrêmement détestable. Et c'est surtout les entrepreneurs. Ce sont les entreprises qui en pâtissent. Donc, nous sommes très, proches à Paris et en Île-de-France des MEDEF territoriaux et franciliens. Ça fait partie... d'un axe, d'un ce front patronal pour avoir des échanges entre nous. Moi, je trouve que cette bonne ambiance est extrêmement positive. Chacun a sa diversité. J'aurais été un grand patron, je n'aurais pas été à la CPME. Petit patron, ça correspondait à... Mais tu peux être un grand patron d'une petite entreprise. Hein. Ouais, mais je crois que je suis un petit patron dans une petite entreprise et je crois qu'il faut avoir les pieds sur terre. Et je le dis sans modestie, il faut savoir rester à sa place, mais c'est pas parce qu'on est un petit entrepreneur qu'on n'est pas un citoyen comme les autres. C'est là-dessus où est ma zone de fracture et de rébellion. J'emploie le terme à dessein. C'est pour ça que je milite dans le monde patronal et que j'ai créé ce prix Étienne Marcel et ce think tank Étienne Marcel aux côtés de notre organisation CPME par exemple pour pouvoir dire des choses qu'on ne peut pas dire lorsqu'on est partenaire social. Et je pensais effectivement qu'il était important d'avoir une voix dans la cité, de pouvoir avoir ce retour de tous les jours, de la difficulté d'être un entrepreneur. Nous avons vécu un certain nombre de crises, la crise financière de 2008, 2009, 2010, un certain nombre d'autres crises. Le Covid. La Covid-19, la crise ukrainienne, des crises de financement. Des crises politiques. Des crises politiques depuis l'été et des difficultés. Et si nous ne sommes pas là, nous, pour... être dans nos organisations le lieu où nos collègues entrepreneurs viennent trouver une écoute, un soutien et de la solidarité, la vie est un peu triste. Et elle est parfois un désespoir parce que je peux t'assurer, mon cher Emmanuel, que dans la période 2008, 2009, 2010, 2011, on avait 166 000 défaillances d'entreprises par an. Aujourd'hui, on a 68 000 défaillances d'entreprises. C'est un peu record, là, depuis quelques temps. C'est un peu record par rapport à l'avant-Covid, mais cette période où un certain nombre de crédits bancaires étaient arrêtés du jour au lendemain, où les défaillances d'entreprises étaient légion, où les entrepreneurs... étaient endettés, y compris de manière personnelle, ils n'arrivaient plus à payer et à se payer. Je ne l'ai pas oublié, pour moi ça reste un marqueur. C'est important de l'expliquer parce que pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas eux-mêmes dirigeants d'entreprise, se financer pour une PME, ça se fait pas si facilement que ça. C'est-à-dire que, comme tu le disais là, on est obligé d'être caution personnelle. Donc, on dit oui, mais ils gagnent plein d'argent, c'est facile d'être dirigeant. Quand on vient vendre ta maison parce que ton entreprise est défaillante, à un moment donné, c'est un sacré engagement. C'est pas, les gens, je pense, ne se rendent pas compte de ça. Oui. C'est un poids, une espèce de lourdeur psychique permanente. Hein, que tu parlais de la solitude, mais il y a aussi cette lourdeur, quoi. Oui, et c'est pour ça que je me suis impliqué dans ce mandat de président de la commission financement de la CPM nationale pendant une douzaine d'années avant que j'en démissionne, parce que je pensais que j'avais fait le tour. Pour aider les entreprises à se financer. Oui, et dans cette période-là, il a fallu être extrêmement présent pour intervenir auprès des banques, intervenir auprès des institutionnels,
intervenir, comment dirais-je, auprès de l'État, de l'URSSAF, des impôts, pour pouvoir avoir des délais de paiement, voire des dégrèvements. Ça a été un combat de chaque jour, de chaque moment extrêmement dur, avec une certaine violence. Parfois, on a supprimé l'indice 0,40, puis 0,50, l'indice qui faisait auprès de la Banque de France que lorsque un entrepreneur était défaillant, il ne pouvait plus créer une autre entreprise. Mais quand ce n'est pas de votre faute, quand c'est lié à la crise financière, vous n'êtes pas responsable du défaut financier parce que vous êtes puni, comme on a vu pendant la Covid. Et ce que l'on a tendance à oublier, c'est que dans ces années-là, il n'y avait pas de quoi qu'il en coûte. Ouais. Et donc, ce qui explique l'hécatombe. Ça a été un combat, j'ai beaucoup milité, je suis beaucoup intervenu dans les médias, j'ai écrit beaucoup d'articles pour faire en sorte que soit les assureurs, soit les banquiers respectent un certain nombre d'obligations. Ça a permis de créer des liens, ça a permis aussi de créer un corpus entrepreneurial parce que, contrairement aux grands groupes, le corpus entrepreneurial n'existe pas pour les TPE-PME. C'est un peu la politique que j'appelle du chien crevé au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on répond à l'urgence et on n'a pas de corpus. Et ça a été un peu mon dada. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, lorsqu'on a eu des taux bas, lorsque le financement des entreprises et les taux d'intérêt étaient vraiment minimes, ces dernières années, c'est jusqu'à il y a 2, 3 ans, 4 ans, j'ai souhaité arrêter ma mission parce que, au bout d'un moment, c'est bien de laisser la place aux autres. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui occupent les postes pour empêcher les autres de les exercer. Oui, tu as une conviction et tu es déterminé dans ta conviction. Je suis un peu déterminé dans mes choix et dans mes actions. C'est vrai que tu parlais tout à l'heure de ces financements des banques, de l'URSSAF. Il y a une plainte qui revient régulièrement de nos dirigeants, c'est que l'État, je dirais même pas la politique, mais l'État, la politique, les politiques et aussi le système banquier et assureur sont déconnectés des réalités et des exigences de chaque jour d'un dirigeant. Et quand on a un banquier qui te met 3 mois à te donner un prêt, qui est un prêt de consommation, je dirais, courant, on se dit, comment est-ce qu'on peut arriver à faire que tout le monde travaille dans le concret, dans la vérité de l'entrepreneuriat? Alors, on a quand même beaucoup progressé ces 20 dernières années parce que ce que j'ai vécu dans les années 2006, 2007, 2008 et après n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui quand même. Je crois qu'il faut garder raison. Je le dis... Donc tu trouves que ces propos sont un peu exagérés? Non, je trouve qu'ils sont vrais dans la conjoncture actuelle, mais par rapport à ce qu'on a connu dans les années 2010... c'est moins pire. C'est vraiment pas grand-chose. Ouais. On a tout créé. Il faut remercier un certain nombre d'institutionnels. On a créé un Statinfo TPE auprès de la Banque de France qu'on a demandé, puisque les petites entreprises n'avaient pas leur baromètre TPE au niveau financier. Et je l'ai demandé, et grâce à l'écoute de la Banque de France, on a réussi à créer ce baromètre TPE-PME en 2010. C'est extrêmement important. Ah oui. Tous les encours de moins de 25 000 € n'étaient pas pris en compte dans les statistiques. Donc on a beaucoup progressé. On a réussi, à travers l'Observatoire du financement des entreprises dont j'ai été membre à la création, à faire en sorte d'obtenir des obligations des banques de déclarer un refus bancaire pour que l'on puisse savoir quels étaient les éléments, d'avoir une durée un peu plus longue des conseillers clientèle pro dans les établissements pour qu'il y ait le temps de la connaissance de l'entrepreneur. Je crois qu'on a quand même beaucoup progressé. C'est vrai que le temps fait que ce que l'on grave, non pas dans du marbre, mais sur le sable, disparaît avec la vague et les vagues successives. Mais on a quand même réussi, si tu le permets, à avoir 2 belles organisations. C'est la médiation du crédit que l'on a créée et dont nous avons applaudi la création. Et ça sert à quoi donc? Les créations du crédit, c'est faire en sorte que les entrepreneurs en difficulté, face à leur banquier ou leur assurance crédit, puissent avoir un tiers qui est le médiateur du crédit, qui est maintenant auprès de la Banque de France
et qui peut avoir un rôle d'intervention amiable. Ça, c'est le premier point. Donc la médiation du crédit, elle a été créée en 2008. Auprès de la Banque de France. Auprès de la Banque de France. Avant, c'était un accord de place. Je ne vais pas trop rentrer, ce n'est pas l'objet de l'échange, pour ennuyer ceux qui nous regardent, mais c'était quelque chose qu'on a gagné parce que tous les 2 ans, c'était un accord de place qui était remis en cause entre l'État, les banques et la Banque de France. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui est intégré, qui est pérennisé, même si ça ne fait pas l'objet d'une loi. Deuxième grand combat que nous avons gagné, c'est la médiation des entreprises, qui permet de gérer les relations entre grandes entreprises, TPE, PME et donneurs d'ordre. C'est quelque chose qui a été créé. Pour éviter le David et Goliath, quoi. Voilà, le pot de fer contre le pot de terre, réduire les délais de paiement. Je te rappelle, mon cher Emmanuel, qu'on reste quand même à 16 milliards d'euros de délais de paiement aujourd'hui. Donc c'est quand même extrêmement important pour les PME, liées aux mauvaises pratiques, liées aux demandes dilatoires, etc., etc. Donc la médiation des entreprises qui a une 12aine d'années maintenant, enfin un peu plus, on va dire une 15aine d'années, fonctionne bien. Et ça, ce sont pour moi les 2 piliers d'un dialogue entre les institutions, les établissements financiers, les banques et les assurances, les grands groupes et les PME. Je crois que là-dessus, on a eu un corpus qui a été extrêmement positif. Après, bien entendu, la personnalité des médiateurs, c'est-à-dire de ceux qui sont nommés par l'État, permet d'avoir une action plus ou moins positive. Globalement, je le dis, puisque je l'ai écrit, il n'y a eu qu'un effet positif, au-delà de la fluctuation d'une ou 2 personnalités qui n'étaient pas engagées telles que l'on pouvait l'attendre, à la fois dans la médiation du crédit et dans la médiation des entreprises, pour être à l'écoute des entrepreneurs petits, moyens et un peu plus grands. Et il faut rendre hommage à ces 2 médiateurs. Aujourd'hui, c'est Frédéric Winowski, qui est médiateur du crédit auprès de la Banque de France, national du crédit, et Pierre Pelouzet, qui est médiateur des entreprises et qui font un travail exceptionnel. Bon, ça, c'est des vraies victoires. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait de quelques écueils que nous rapportent les dirigeants d'entreprise, mais il y a quand même, effectivement, comme tu le disais, de vraies victoires et donc de vraies raisons de se réjouir. Comment est-ce que tu appréhendes ce qu'est être un dirigeant ou un entrepreneur aujourd'hui en France? Comment est-ce qu'on pourrait le résumer? Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a 3 défis pour l'entrepreneur. Le premier défi, c'est celui de la rémunération. Je crois qu'on ne peut pas évacuer le fait qu'il y a un vrai problème de pouvoir d'achat, de rémunération et de salaire dans nos entreprises. Si nous, entrepreneurs... Pas que pour le dirigeant, pour le coup. Non, mais bien entendu, pour le dirigeant, et aussi pour les collaborateurs. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui le débat que nous devons purger ensemble. Le fameux coût du travail. Le coût du travail, et c'est pas lié uniquement au fait qu'on est des thénardiers, je le dis, ou des salauds de patrons, et parce qu'on ne veut pas payer nos entreprises. Quand vous n'avez pas de la marge dans l'entreprise, vous ne pouvez pas mieux payer vos collaborateurs. Quand vous-même, vous ne vous payez pas bien. Mais c'est vrai que je croyais que c'était exagéré, cette vision-là, mais c'est encore très ancré dans le public. C'est le salaud de patron, c'est la fameuse lutte de classe, on est en 2025, on a encore ces discours, ces oppositions entre les uns et les autres, quoi. On a encore un discours qui remonte au début du siècle, ce que j'appelle ce marxisme mal digéré. On l'a vu encore récemment avec les déclarations d'un certain nombre de responsables syndicaux qui pensent que les entreprises coulent la France, qui n'est pas acceptable d'avoir ce type de discours. Deuxième point, c'est que donc, ce problème de la rémunération, du partage de la valeur, donc la participation, de l'intéressement, c'est pour moi le débat que nous devons avoir dans l'entreprise avec les pouvoirs publics, et aussi, en corollaire, celui de l'allègement des charges. Tant que nous ne pourrons pas avoir des charges moins lourdes sur l'activité économique que nous avons et sur les salaires, nous ne pourrons pas mieux payer nos collaborateurs dans les TPE, PME. C'est une réalité. Dans les PME, contrairement à ce qu'on pourrait croire, alors on n'a pas les mêmes avantages que dans un grand groupe, mais énormément de PME, moi je le constate au quotidien en les accompagnant,
qu'ils mettent en place des systèmes d'intéressement. Ils ont vraiment à cœur de ce win-win que tout le monde dans l'entreprise gagne. Alors c'est peut-être pas des sommes faramineuses parce qu'encore une fois, quand on est dans une entreprise du CAC 40, bon les actions font que ça crée un levier de profit important. Mais dans les PME, on essaye vraiment d'impliquer ça et il faut les aider à ça. Voilà, et donc depuis le 1er janvier 2025, il y a une obligation d'avoir des dispositifs de partage de la valeur dans les entreprises de plus de 50 salariés. Ça va dans le bon sens. Ouais. C'était le grand projet gaulliste de la participation et de l'intéressement des années 67. Le fameux capitalisme, pour le coup, patriarcal, mais social. Et social. Et je crois qu'aujourd'hui, ça fait partie d'une réalité. Il faudra demain l'étendre, y compris aux petites entreprises. Ce type de combat d'arrière-garde n'ont pas lieu d'être aujourd'hui dans un monde qui bouge face à une concurrence et face au respect que nous devons avoir vis-à-vis de nos collaborateurs. Ça, c'est le premier point. Le partage de la valeur et la rémunération de nos entreprises. Encore faut-il que nos entreprises soient rentables et qu'elles fassent des bénéfices. Deuxième point pour moi qui me semble extrêmement important, c'est l'accompagnement de l'entrepreneur face aux mutations. On ne peut pas être un entrepreneur aujourd'hui comme on l'était il y a 20 ans ou il y a 30 ans ou voire il y a 10 ans. Le monde bouge, nous sommes face à la révolution du numérique, à l'intelligence artificielle, face à l'attente nouvelle des consommateurs, face à l'attente nouvelle de nos collaborateurs qui demandent du sens au travail, face aussi à l'attente du monde qui nous entoure pour que les entrepreneurs soient plus responsables, moins énergivores, qu'ils fassent attention à la décarbonation, attention à l'économie circulaire, au développement durable, ce que j'appelle une économie plus verte, plus humaine, plus responsable. Et ça, il faut accompagner les entrepreneurs parce qu'ils n'ont pas forcément toutes les clés, ils n'ont pas forcément tous les savoirs, ils n'ont pas simplement le temps de passer à s'informer de cela. Et c'est le rôle de l'ensemble des organisations patronales, c'est aussi le rôle des chambres de commerce, des chambres de métiers, c'est le rôle des associations d'entrepreneurs, des clubs, des différents clubs. Ouais. C'est ce que nous faisons là, ensemble, cette vulgarisation, je mets des guillemets, d'un certain nombre de problématiques. Donc c'est une économie, comment tu dis les trois là ? Une économie plus verte, plus humaine et plus responsable. C'est fondamental, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en faire l'économie. Même un artisan, tout seul dans son coin, a l'obligation de penser à cela maintenant. Oui, on a l'obligation, et puis on a des contraintes qui nous viennent de l'Europe, puisqu'on a tendance, nous, à surtransposer un certain nombre de règles, en France, oui, c'est ça, et d'être plus royaliste que le roi, et contrairement à d'autres pays, que sont l'Allemagne, l'Espagne ou le Portugal, qui sont un peu plus souples, ou qui prennent le temps de digérer un certain nombre de process. Donc aujourd'hui, pour moi, ça c'est vraiment l'accompagnement des entrepreneurs sur les problématiques de demain. C'est extrêmement important. J'ai oublié peut-être le télétravail. Nous avons eu un télétravail qui a été imposé. Il convient de le digérer. Et aujourd'hui, bien entendu, de pouvoir mieux impliquer dans ce qu'on appelle la QVCT. Je sais que ça fait partie de tes engagements, la qualité de vie et dans les conditions de travail. C'est extrêmement important. Le troisième point, pour ne pas être trop long, c'est que je crois qu'il faut ne pas avoir honte de ce qu'on est. Ah, c'est-à-dire tu dis ça comme ça. C'est drôle, ça. Et parce que lorsqu'on est un petit entrepreneur dans un quartier, dans une petite ville ou dans une zone rurale, on a tendance à jouer les caliméros. C'est-à-dire que on sait très bien qu'on ne fait pas partie des happy few. Je le dis parce que je le vis. Et c'est l'objet de ma rébellion permanente, de s'apercevoir qu'on est toujours, je le disais tout à l'heure, la dernière roue du carrosse ou le dernier dont on prend la vie. Et ça, je trouve ça extrêmement dommageable parce que un commerce qui reste ouvert, un service qui reste ouvert dans une zone rurale, c'est la vie qui est là. C'est tout simplement de l'échange, c'est du partage, c'est de la solidarité, c'est de l'intégration. C'est aussi tout simplement une façon d'être un lieu de rencontre. Et nous manquons aujourd'hui dans notre vie de points de rencontre où l'on peut tout simplement parler 5 minutes en achetant une baguette de pain, en refaisant des semelles chez un cordonnier ou en signant un contrat d'assurance ou en allant chez son kiné ou son ostéopathe tout simplement pour avoir une qualité de vie parce que le stress de la vie fait que tout vous tombe, vous avez le complexe de l'Atlas. C'est extrêmement important cela
Et c'est donc ces 3 points qui me semblent aujourd'hui les atouts et surtout les enjeux des entrepreneurs. T'es optimiste ? C'est extrêmement difficile parce qu'on ne peut pas être un entrepreneur sans être optimiste. On ne peut pas être un entrepreneur C'est une forme d'inconscience presque. Oui, mais il faut être un peu fou pour un entrepreneur. Quand on voit le temps qu'on passe dans l'entreprise, parfois les difficultés à se rémunérer, les contraintes administratives, les complexités, les contrôles qu'on peut avoir, les difficultés qu'on peut avoir avec ses collaborateurs ou ses fournisseurs. Moi, je crois qu'un entrepreneur est forcément un optimiste parce qu'il sait que le soleil se lève tous les jours. Mais il y a des moments, il faut avoir du courage parce que on a un peu de pudeur et on n'ose pas parler lorsque l'on est en grande difficulté. C'est ça, cette solitude dont tu parlais. Des difficultés que l'on vit, mais qui sont partagées par d'autres. Alors, l'intérêt, c'est d'être là et de se dire qu'il n'y a pas de honte à ne pas réussir parce qu'on peut très bien ne pas réussir à un moment, mais on peut rebondir après. Il faut savoir arrêter une entreprise à temps, il faut savoir recréer, il faut savoir se remettre en question, mais que la vie d'un entrepreneur est faite de hauts et de bas et que personne entre les entrepreneurs vous juge. Oui, quand vous tombez. Et à la CPME, ce que je peux savoir, c'est que il y a des possibilités d'accompagner, d'aider, en tous les cas d'écouter, à minima, et de conseiller les entrepreneurs qui sont dans des moments de difficulté. Et en fait, grosso modo, vous n'êtes pas seul, en vrai. Oui, on a créé cet écosystème, ce havre d'échange, et puis on a créé aussi, quand je suis arrivé, une académie des PME. Faire en sorte que des bonnes pratiques. Des bonnes pratiques. Tu as expérimenté ces webinaires ou ces réunions en présentiel où on est réuni une 15, 20, 30 entrepreneurs auprès d'un sachant ou d'un autre entrepreneur qui va nous présenter à travers son témoignage, son activité, son parcours. C'est ça qui fait la beauté de la vie aussi, cet échange entre pairs, entre guillemets. Et puis, je le redis, sans que l'on juge si on a réussi ou pas. Il n'y a pas de honte, je le redis, parce que oui, il faut déculpabiliser nos entrepreneurs. Il n'y a pas de honte à échouer. Et surtout, il y a un bel espoir à rebondir en ayant partagé son échec avec d'autres. Je me suis laissé dire que tu avais commis un livre il y a quelque temps. Alors tu l'as pas amené là, sinon on l'aurait montré, mais je l'ai tout à l'heure, on pourra le montrer. Ouais. Mais... Et donc raconte-moi, c'est quoi ce livre que tu Alors j'ai écrit un livre qui s'appelle L'avenir appartient aux PME. Ça illustre tout ce que voilà, tu viens de me dire. C'est une ode à l'entrepreneur dans la cité. C'est de dire que les entreprises méritent ce qu'elles sont. C'est-à-dire méritent mieux que ce qu'on leur octroie et qu'elles doivent se saisir. J'appelle à la République des entrepreneurs. Peggy parlait de la République des professeurs. Moi, je crois à la République des entrepreneurs. C'est à nous, à vous, les entrepreneurs, de vous impliquer dans les associations, dans nos organisations, de ne pas rester... quelle qu'elle soit, finalement. Oui, quelle qu'elle soit, quel que soit votre engagement, votre orientation politique... aller dans les associations, y compris, sportives, impliquez-vous dans le territoire, impliquez-vous, bien entendu, dans vos organisations professionnelles, ne restez pas en dehors de la vie de la cité, sinon, nous ne pouvons pas avoir une voix. Il ne s'agit pas de révolutionner, de submerger le terme et d'actualité, une façon de penser et de vivre ensemble, mais vous êtes des entrepreneurs, vous avez un rôle à jouer, engagez-vous. Votre expertise apportera. Pourquoi ? Parce que l'entreprise n'est pas le centre de la division. L'entreprise est avant tout le centre de l'union, puisqu'on doit être un chef d'orchestre. Donc il faut une direction, il faut du partage, je le dis, avec ses collaborateurs, avec ses fournisseurs et avec ses clients. De l'humanisme. Et donc dans ce livre-là, tu vas approfondir un peu ton propos, tu l'étayes, et donc ça, c'est vraiment... Alors, il se trouve que je l'ai lu, bon,
Je suis obligé de le dire. Et donc, c'est vraiment extrêmement inspirant. Et puis, t'as une petite plume, hein, on peut dire ça. Oui, ça, c'est les autres qui le disent. Hein. Oui, mais sans être prétentieux, c'est bien écrit. Et ça fait partie de ces ouvrages qui permettent de ne pas rester seul, même chez soi tout seul. C'est-à-dire qu'on partage des idées, on évolue. Et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec Bernard. Mais je vous assure, il adorera quand vous viendrez lui dire à quel point vous n'êtes pas d'accord avec lui. Oui, c'est important qu'on échange parce que c'est une vision d'entrepreneur, c'est un parcours personnel avec, bien entendu, un effet miroir des autres. Eh oui. Je parle de thèmes aussi importants que la place de la religion dans l'entreprise. Tu sais que tu me fais un enchaînement incroyable. Mais alors aussi... là, cet homme, il est extraordinaire. Alors là, évidemment, il a du métier. Hein, il passe sur à peu près toutes les chaînes d'infos que vous connaissez. Il est en tant qu'expert, donc vous le retrouverez évidemment régulièrement sur ses interventions. Mais évidemment, on va aller sur ce côté de la spiritualité. Alors pas que la religion, évidemment, mais plutôt au sens large du terme, du sens qu'on peut donner à nos vies. C'est important pour toi, sans forcément rentrer dans le détail, dans ton intimité, mais ça a de l'importance pour toi, ça? Ah oui, moi je crois que l'on croit au ciel ou que l'on n'y croit pas, c'est la fameuse formule d'Aragon dans ce beau poème qui est La Rose et le Reseda, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Moi je crois qu'il est important de donner du sens à sa vie. Alors ça peut être un sens religieux, ça peut être un sens philosophique, ça peut être aussi un sens agnostique, le fait de ne pas croire à ceci ou à cela, mais le fait déjà de croire en l'homme, de croire à la perfectibilité de l'homme et, je vais ajouter, au progrès humain. Si on ne croit pas au progrès de l'homme et à la capacité à l'homme de s'enrichir, le monde est extrêmement sombre. Et moi, je crois beaucoup à la capacité de l'homme à se cultiver, à partager, à s'enrichir, et à s'améliorer. À s'améliorer au fil des années, à reconnaître ses erreurs, c'est pas toujours facile, hein, et puis à partager sa connaissance. C'est ça qui un peu me fait vivre et c'est ça qui me fait aussi être en empathie avec ceux qui nous ressemblent, c'est-à-dire nos entrepreneurs, nos égaux dans les associations. Mais ça n'empêche pas les déceptions, parce que la vie n'est pas faite uniquement de ce type de profil. Mais c'est pour ça que nous sommes là pour nous réunir, pour échanger, et avoir cette solidarité entre nous, pour pouvoir réussir à construire un monde meilleur. Ça ne veut pas dire un monde idyllique. Pas un monde parfait, voilà, c'est ça. Mais un monde qui permet de pouvoir montrer que nous ne sommes plus... dans une relation d'opposition, de fracture, où on travaille en silo, mais ou plutôt on crée des passerelles. Moi j'aime bien ce terme de pont. Créer des ponts entre les métiers, créer des ponts entre les hommes, créer des ponts entre les philosophies, c'est dans le respect de l'autre que l'on progresse. Et dans la connaissance, mais aussi dans l'affirmation d'un certain nombre de valeurs, qui sont les nôtres, celles du respect d'autrui, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la solidarité, ces fameuses grands principes de la République, parce que un entrepreneur, et j'en termine là, est d'abord un entrepreneur dans la cité. Mais tout cela doit pour moi rester dans le domaine de l'intime. Et c'est pour ça que nous devons nous battre pour que cette laïcité dans l'espace public soit le garant du respect de nos valeurs intimes, sans faire en sorte que l'on blesse Bien sûr. autrui, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On peut le regretter, où il y a une radicalisation d'un certain nombre de religions dans l'espace public et qui ne correspondent pas, je le dis avec force, avec vigueur, avec engagement. Tu connais mes mots là-dessus. Il y a d'ailleurs dans mon ouvrage des mots forts. Nous ne devons pas accepter qu'une ou deux religions ou d'autres religions viennent perturber la vie
Oui, plutôt public. même des religieux que la religion, parce que la religion en tant que telle... L'intégrisme religieux Voilà, n'a pas sa place aujourd'hui dans l'entreprise. Quelle que soit la religion. C'est l'objet d'un de mes chapitres. L'intégrisme religieux n'a pas sa place dans l'entreprise. Alors du coup, on a cette chance incroyable dans cette émission, on est relié à l'au-delà. Oh. Non mais c'est extraordinaire, avec ce fameux téléphone céleste que t'as vu tout à l'heure, qui t'a interpellé. C'est Casanova avec la statue du commandeur, mais bon, il est rose. Hein. Il est rose pâle, voilà. Et donc, la petite habitude, c'est de proposer à celui qui est dans le canapé, là, à ta place, de pouvoir avoir un contact direct, soit avec Dieu, si telle est ta croyance et ton souhait, soit avec l'univers, soit même avec un défunt, et d'inclure cette spiritualité, et je le fais exprès de manière un peu on va dire, atypique, pour démystifier un petit peu la chose. Voilà, qu'est-ce que tu dirais, à qui tu parlerais dans ce téléphone céleste-là, pour clôturer un petit peu les débats? Si j'avais une personne, ce serait 2 personnes. Ce seraient mes grands-parents. Paternel, maternel? Les 2. D'accord. Et mes grands-parents hommes et mes grands-parents femmes. Parce que j'ai eu la chance de connaître mes grands-parents, qui étaient des entrepreneurs. Déjà. Et qui ont vécu des moments difficiles. Parce que lorsqu'on s'appelle Cohen-Haddad, on a vécu, pendant une certaine période, n'est-ce pas, une façon d'être mis en dehors de la société et de porter l'étoile jaune. D'être sorti de l'école, d'être sorti de l'entreprise, d'être sorti aussi, pour mes grands-mères, de l'université. Et on a fêté un triste anniversaire il n'y a pas longtemps. Hein. Et donc, ces grands-parents m'ont toujours appris à être, je le dis avec émotion, à être tolérant. Qu'est-ce que ça veut dire tolérant ? Tolérant, ça veut dire pour moi respecter l'autre tel qu'il est. Et ne pas vouloir le changer. Ouais. Le changer, en tout cas ne pas vouloir lui apporter une opposition sans qu'il y ait un dialogue. Respecter l'autre dans sa différence. Dans sa différence, dans sa diversité, c'est cette phrase qu'on attribue à Saint-Exupéry, mais que je crois qu'il n'a jamais prononcée. Loin de me léser, dans ta différence, tu m'enrichis. Et donc cet enrichissement, cette tempérance, ce respect de l'autre individu, y compris lorsque l'on est en colère et qu'on ne se maîtrise pas. J'ai eu des grands-parents qui m'ont toujours essayé de me dire qu'il fallait garder un peu sous la pédale, quoi. Hein. Il fallait ne pas intervenir tout de suite et il fallait prendre de la distance aux événements. C'est pas facile. C'est pas facile lorsqu'on est blessé, c'est pas facile lorsque l'on est touché, y compris dans sa vie privée. Et je crois que avoir bénéficié d'une certaine sagesse d'hommes et de femmes qui avaient connu l'innommable, ou qui ont connu après un exode, ça a été extrêmement formateur pour moi, et peut-être signe de force, et aussi de faiblesse. Ce qui fait la vie d'un homme, c'est-à-dire, ou d'une femme, que nous ne sommes pas qu'un bloc, que nous sommes à la fois complexes, fait d'une mosaïque de sentiments, et qu'il nous arrive de nous tromper, mais de ne pas en vouloir aux autres, et de donc avoir ce culte aussi de la connaissance et du progrès. C'est ça que je retiendrai. Donc j'espère qu'ils m'entendent. Eh bien, s'ils t'entendent, ils seraient fiers de toi, tu penses, dans ton parcours? Parce que tu n'as pas vraiment à rougir de ton parcours. Ils peuvent être assez fiers. Hein. Alors, je ne sais pas si j'ai à rougir, mais je vais prendre cette belle formule de Pessoa. J'adore Pessoa, qui est Fernando Pessoa, qui est un poète portugais, qui a été un obscur représentant de commerce à Lisbonne, mais un grand poète portugais. Et Pessoa, dans un ouvrage de poèmes qui s'appelle Le livre de l'intranquillité de l'être. Quelle belle formule. Programme, ouais. Quel beau titre. Il a cette formule, je ne suis rien, je n'ai rien, mais je porte en moi tous les rêves du monde. Eh bien, quelle conclusion. C'est un beau vers. Magnifique. Merci Emmanuel, en tous les cas, pour cet accueil et cet échange.
Merci à toi et puis merci d'avoir passé cette heure et d'avoir joué le jeu, parce que c'est pas exactement ce type d'intervention que tu fais habituellement. Ça a été peut-être plus intime et c'est vraiment riche et très inspirant. Merci également à vous de nous avoir suivis sur cette émission. Merci pour vos partages et puis vos commentaires également. Toujours bienveillants, ces commentaires, et on y tient sur cette chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez venir sur les canapés d'ABC Talk Entreprise pour partager avec nous votre histoire d'entrepreneur, votre histoire de dirigeant et votre parcours, n'hésitez pas à envoyer votre candidature sur rédaction@abctalk.fr et puis j'espère à très très bientôt pour de nouvelles histoires. Au revoir.